Alors, nous sommes le 31 mars 2019, il est 11 heures du matin, nous sommes dans une paroisse au nord de la Pologne. Trois prêtres catholiques sortent de leur église, comme vous pouvez le voir, une corbeille emplie de livres à la main. Ils se dirigent vers l'extérieur du bâtiment et déposent des ouvrages dans un trou creusé au préalable, et ils y boutent le feu. Ils invoquent le Deutéronome, vous brûlerez au feu leurs idoles. Ils boutent le feu à des romans de la saga Harry Potter, Twilight, un masque africain, comme vous pouvez le voir. Alors les paroissiens sont réunis tout autour du bûcher, ils récitent des prières, ils invoquent le caractère pervers, je cite, sombre ou encore diabolique de ces livres. Ces hommes d'église entendent dénoncer les dangers spirituels liés à l'occultisme et à la magie. Pauvre Harry Potter. Et bien entendu, l'impact destructeur sur de nombreuses personnes, et la mise en scène fut filmée et relayée par leur fondation SMS du ciel. SMS Nieba, je ne suis pas sûr de la prononciation. S'il ne s'agissait pas d'une énième manifestation de l'obscurantisme qui frappe encore le monde occidental au XXIe siècle, une rapide recherche sur Internet révèle que ces faits ne sont hélas pas isolés. Ainsi, aux États-Unis, un prêtre catholique a fait retirer de son établissement scolaire à la rentrée 2009 tous les livres d'Harry Potter, après avoir demandé conseil à des exorcistes de Rome, craignant, explique-t-il, que ces romans cultes ne soient utilisés pour invoquer des esprits maléfiques. Alors, pour dénoncer ce genre de manifestation, de censure, il y a une association de bibliothécaires américaine qui a mis au point, l'American Library Association. Elle a publié régulièrement, depuis une trentaine d'années, une liste de livres les plus contestés. Alors cette initiative a permis de montrer combien les raisons sont nombreuses. On a bien entendu défense de la morale, religion, homosexualité, pornographie. On notera au passage qu'en 2015, ça ne voit pas très bien, il y a la Bible qui est en numéro 6, de Holy Bible, pour Reason Religious Viewpoint. Donc personne n'est à l'abri de la censure aux États-Unis. Alors, cette volonté de restreindre l'accès à des écrits en Europe ou en Amérique n'atteint évidemment pas le degré de violence que l'on rencontre notamment au Moyen-Orient. L'État islamique, pour ne citer que lui, s'est tristement illustré pour ses atteintes au patrimoine, mais aussi culturel. Par exemple, lors des combats à Mossoul en 2015, une campagne a abouti à la destruction de la bibliothèque centrale de Mossoul, qui est la deuxième ville du pays, et on estime que quelques 8000 livres auraient été détruits à ce moment-là. Les djihadistes ont utilisé des bombes artisanales pour détruire ces livres, évoquant leur désobéissance à Dieu. Et on estime au total que dans cette campagne début janvier-février 2015, plus de 100 000 livres auraient été détruits dans l'ouest de l'Irak. Ces autodafés pourraient être perçus comme les plus grands bûchers de l'histoire contemporaine et sont hélas passés quasiment inaperçus dans les médias. Or, tous ces extrémistes, qu'ils soient de n'importe quel bord, sont généralement mus par la crainte du message diffusé par le livre, et partant par une forme d'obstination à en interdire leur lecture. Il s'agit dès lors, dans leur chef, de supprimer ces livres pour empêcher quiconque d'y avoir accès. L'objet livre est détruit pour le contenu qu'il véhicule, et non uniquement pour sa matérialité. Umberto Eco qualifie ces exactions de biblioclastie fondamentaliste, commises par des biblioclastes fondamentalistes. Alors, est-ce qu'il faut le rappeler, les bibliocaustes dans l'histoire sont nombreux, aussi vieux que l'humanité. Combien de tablettes sumériennes n'ont pas été détruites lors des combats pendant l'Antiquité? Or, un des plus célèbres, c'est en moins 213. Nous avons l'empereur Tsin qui ordonne la destruction par le feu de tous les livres en circulation dans l'Empire nouvellement créé, à l'exception des traités d'agriculture, de médecine et de prophétie. Plus de 1000 ans plus tard, nous sommes à Florence, le 7 février 1497, le célèbre bûcher des vanités organisé par Savonarola, où de nombreux traités jugés immoraux vont périr dans le feu. Boccace, Pétrarque va être jeté au feu. Les grands artistes peintres vont jeter leurs propres œuvres, tels Botticelli. Alors, évidemment, impossible de ne pas évoquer les bûchers nazis, organisés quelques 6 mois après leur arrivée au pouvoir en 1933, et qui ont une résonance assez glaçante avec la célèbre phrase de Heinrich Heine. Je vous la lis. «
Et là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes aussi. Phrase qui a été mise dans une pièce en 1821 par le philosophe allemand, une pièce sur Torquemada. Alors, le feu purificateur constitue un élément central dans la démarche de tous ces biblioclastes. Il s'agit d'annihiler toute forme de pensée qui remettrait en cause l'ordre social, politique ou religieux, en réduisant au feu son expression matérielle. Dans cette optique, la mise en scène publique des autodafés, des actes d'une extrême censure, d'une extrême violence, est évidemment d'une importance cruciale, raison pour laquelle la population est conviée à ces manifestations pour célébrer l'unité retrouvée et mettre quiconque en garde contre toute opinion jugée déviante. L'avènement des réseaux sociaux a d'ailleurs offert une caisse de résonance mondiale à cette forme de théâtralisation, ou théâtre de la terreur, selon l'expression de Michel Foucault, théâtralisation savamment orchestrée par des censeurs au XXIe siècle avides de publicité. Alors, la compréhension de ces problématiques contemporaines exige de l'historien un retour critique et perspectif sur les stratégies mobilisées dans le passé par les autorités pour contrôler l'accès au savoir ou maîtriser la communication. J'ai dès lors choisi de placer la focale aujourd'hui sur la période qui suit directement ce qu'on pourrait appeler à juste titre l'une des plus importantes révolutions médiatiques de l'histoire, à savoir l'entrée dans l'ère typographique inaugurée vers 1454-55 par l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Avec l'apparition de cette nouvelle technologie, va entraîner des bouleversements culturels, sociétaux et politiques qui, mutatis mutandis, sont comparables à ceux qu'on vit actuellement avec l'avènement de la société 2.0. Mon propos sera donc centré sur le XVIe siècle, qui connut l'un des épisodes biblioclastes les plus importants de l'histoire, et lié bien évidemment au schisme de Luther, et plus spécifiquement sur la situation des anciens Pays-Bas, berceau de personnalités aussi emblématiques que Charles Quint ou Erasme. Alors, l'examen, justement, de ce théâtre de la censure va passer par plusieurs points. On va prendre une attention particulière aux réactions des autorités civiles, autorités catholiques. Alors, la première partie de l'exposé sera dédiée à la politique répressive sous Charles Quint, qui débute avec les premiers autodafés luthériens, va se poursuivre par après à la mise en place d'une législation répressive. Ensuite, on verra la situation sous le règne de Philippe II, l'occasion aussi de revenir sur une tentative d'évaluation de l'impact de ces mesures de censure. Au fil des pages, on va pouvoir au fil de mes pages, au fil de mon exposé, va se développer ce que j'ai appelé le théâtre de la censure. Et en conclusion, toutes ces pistes explorées permettront de nourrir quelques réflexions sur l'état sous la situation que l'on vit actuellement depuis l'avènement de l'ère numérique. Alors, première partie, la censure répressive. Comme vous le savez, le 31 octobre 1517, Luther affiche ses fameuses 95 thèses sur la porte de son couvent à Wittenberg. Et après quelques années d'hésitation et de tergiversation, le 15 juin 1520, le pape Léon X promulgue sa célèbre bulle Exurge Domine en réponse aux critiques émises depuis la Saxe. La menace est lourde pour Luther, excommunication et destruction par le feu de ses ouvrages si il ne se rétracte pas avant le 10 décembre 1520. Le souverain pontife ordonne que les autodafés aient lieu de manière solennelle, publique et en présence tant du clergé que de la population. Pour l'Église catholique, l'autodafé trouve sa justification dans un extrait des Actes des Apôtres, qui évoque, lors d'un séjour de saint Paul dans la ville d'Éphèse, je cite, « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé leurs arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. » Donc, voilà, on récupère le message de la Bible pour justifier la destruction par le feu. Reste que, malgré tout, Luther ne va pas se rétracter, comme vous le savez, et en guise de provocation, il va lui-même organiser un autodafé, le 10 décembre 1520, jour du délai qui lui avait été accordé. Il va faire disparaître dans les flammes des livres de scolastique, des traités canoniques, des textes rédigés par ses adversaires, et bien évidemment la bulle Exurge Domine. La réaction de Léon X ne se fait pas attendre. Le 3 janvier 1521, Luther est excommunié
et vous connaissez la suite. Cependant, revenons quelque temps en arrière, quelques mois plus tôt. On est le 27 juillet 1520, Jérôme Aléandre, qui est l'ancien recteur de l'Université de Paris et l'ancien chancelier du prince-évêque Érard de Lamarck, prince-évêque de Liège. Donc cet Aléandre est choisi par le pape comme émissaire pour apporter dans les Pays-Bas, apporter à l'empereur Charles Quint, la bulle Exurgé Domine. Il arrive dans la cité portuaire le 25 septembre 1520. Il est introduit directement auprès de Charles Quint par son ancien protecteur, Érard de Lamarck. Et Charles Quint, en réaction, va charger Érard de Lamarck, son propre chancelier, Mercurio Gattinara, ainsi que l'évêque de Tuy, Luis Mariano, ça ne s'invente pas. Il va les charger de rédiger, séance tenante, sa toute première ordonnance en matière répressive contre l'hérésie. Le texte s'inspire de la bulle Exurgé Domine, ainsi que d'une autre qui avait été promulguée à l'occasion du Concile de Latran V. Alors, entre autres éléments punitifs, les décrets, la menace de confiscation est faite pour les imprimeurs, bien aussi ceux qui vont imprimer des livres qui ne sont pas jugés justes, et une amende très élevée. Alors, à ce moment-là, le chancelier de Brabant n'est pas à Anvers, et ça va reporter la publication de l'ordonnance, car pour la ratifier, le chancelier de Brabant doit être présent. Donc la cour va se mettre en branle, elle va quitter Anvers pour se rendre à Louvain, où est à ce moment-là le chancelier de Brabant. L'édit est scellé le 5 octobre, et l'autodafé qu'il promulgue est organisé 3 jours plus tard dans la ville universitaire. On estime que quelques 80 livres de Luther sont jetés au feu, et selon les dires d'Aléandre, l'autodafé est organisé sur la Grand Place en présence d'une foule nourrie. Mais nous ne savons malheureusement pas quelles ont été les réactions de la foule, nous n'avons pas de témoignages. À la même époque, on a le grand humaniste Erasme qui évoque ces autodafés, on a carrément un témoignage presque direct, dans une lettre de décembre 1520, il dit, rendre un peu l'état d'esprit de modéré, si les écrits de Luther n'ont pas l'approbation de tous, il n'est à personne qui ne déplaise ces procédés et une sauvagerie aussi tyrannique. Alors, ce texte était premier édit en matière répressive de Charles Quint, malheureusement perdu. Par contre, celui du 22 mars 1521, qui le suit directement, est encore conservé et permet de prendre la mesure du texte. Alors, il se présente comme une réponse à la bulle Exurgé Domine, condamnation de Luther. Voilà. On interdit donc l'impression des textes de Luther dans les Pays-Bas, la conservation et la lecture, sous peine de confiscation de tous ses biens et d'autres châtiments non spécifiés. Alors, il y est précisé, si ça veut bien, voilà, de faire brûler et annihiler publiquement au son de trompe devant les bretesques de places publiques, halles et autres lieux où semblables actes se doivent et sont accoutumés de faire, tant qu'ils soient abolis et mis en cendres comme faux, damnables et hérétiques. Donc les écrits du père de la Réforme sont ainsi condamnés à la peine capitale, à être réduits en cendres sur le bûcher de la défense de l'orthodoxie catholique. Au cours de la diète de Worms, qui a lieu quelques mois plus tard, Luther est officiellement mis au banc de l'Empire par le fameux édit de Worms signé le 8 mai 1521 par Charles Quint. Le document prévoit l'interdiction non seulement des écrits luthériens, mais aussi des ouvrages critiques envers l'Église de Rome, le pape, les ecclésiastiques et l'Université de Louvain. Alors, à l'obligation de rendre public tout autodafé vient s'ajouter la contrainte applicable à l'ensemble des possessions de Charles Quint de faire la lecture ad verbum de l'édit, faire la lecture devant la population, bien évidemment. Quiconque enfreindrait cet édit est déclaré coupable du crime de lèse-majesté divine et humaine et, comme tel, mis hors la loi et puni conformément au droit civil, à la confiscation des biens et à la mise au ban de l'Empire. Le texte ne précise étonnamment pas si la peine de mort devait être appliquée, mais les crimes de lèse-majesté étaient alors punis de mort. Après cette diète, de retour aux Pays-Bas, dans la suite de Charles Quint, le nonce Aléandre s'empresse de faire imprimer l'édit pour diffuser la loi.
L'impression, d'ailleurs, en langue vernaculaire prend un peu de temps, car il peine à trouver quelqu'un pour se charger de la version néerlandaise. Et finalement, à Anvers, l'imprimeur Willem Vosterman imprime en 3 langues l'édit de Worms. Dans la suite, nous sommes le samedi 13 juillet 1521, jour du marché. Le légat pontifical assiste devant la maison communale au premier auto da fé post-Worms. Ce n'est pas celui-là, mais ça vous permet de vous imaginer en visuel un auto da fé. Alors, les magistrats de la ville sont présents, le lieutenant de l'empereur est présent aussi, la suite, mais Charles Quint est absent, retenu pour affaire d'État. Le lieu est Noirmont, rassemblant, selon les dires d'Aléandre, qui fait rapport au pape, tant la population de la ville, dans sa quasi-totalité, que des habitants de la ville avoisinante. Je ne sais pas si vous êtes déjà là à Anvers sur la Grande Place, mais pour mettre tous les habitants de la ville, plus les habitants des villages, c'est pas mal. La lecture de l'édit est faite mot à mot, elle dure environ 1 heure, ponctuée au son des trompettes, comme était précisé. Ensuite, seulement le bûcher est allumé. On estime que plus de 400 livres de Luther ont brûlé, dont 300 saisis dans les boutiques de la ville. Alors, selon Aléandre, l'assistance a écouté la lecture de l'édit avec grande attention et silence, bien évidemment, mais bon, l'enthousiasme du légat doit quelque peu être vu, je pense, à la lecture d'un texte de l'humaniste Gerhard Geldenauer, qui, même s'il a passé au camp de la Réforme à ce moment-là, peut quand même être perçu comme juste, car il fait partie des premiers témoins, et surtout on sait qu'il y avait quand même beaucoup de personnes en faveur des idées de Luther à Anvers à ce moment-là. Alors que dit-il ? Il signale que quelqu'un dans la foule aurait apostrophé le légat et l'aurait invité à vendre les livres et non pas les brûler pour pouvoir acheter du bois et avec le bois l'envoyer à Rome et faire brûler les sodomites de la ville. Voilà. Alors Aléandre continue sa tournée, si je puis dire. Il part à Gand pour rejoindre l'empereur qui était là pour les états généraux. Et on va à nouveau organiser un auto da fé. Là, on a plus de précision. Il y a la cour qui est présente, des représentants des États généraux, le roi du Danemark, et aussi, selon Aléandre, toujours plein d'emphase, 50 000 personnes présentes sur la grande place de Gand. Ça fait beaucoup. Alors, à nouveau, des livres de Luther vont être brûlés. On estime à 300 livres. Là, on a une précision que les livres seraient imprimés et dans les Pays-Bas et en Allemagne. Certains même dans des très belles reliures en velours, signe de l'attrait que Luther pouvait avoir auprès de la population à cette époque-là. On a aussi précision d'une procession aussi autour du feu pour préparer. Alors, ces mises en scène sont parfaitement orchestrées. On mêle spectacle, cérémonie publique. Ça évoque bien évidemment les exécutions publiques conçues à l'époque comme un théâtre moralisant par un pouvoir soucieux de faire des exemples en vue d'alerter les criminels potentiels des risques encourus. À Gand, la présence de l'empereur va renforcer le caractère orthodoxe de la cérémonie. Alors, la destruction de ces livres, ça devait non seulement permettre de purifier le corps social de la maladie de l'hérésie, à l'image des corps des pestiférés qu'on brûlait, mais aussi d'en annihiler la mémoire matérielle. Il fallait vraiment faire disparaître complètement Luther, une sorte de damnatio memoriae, comme pratiqué à l'Antiquité. Alors, on soulignera finalement que, dernièrement, ici on ne le voit pas bien, mais les bûchers à l'époque étaient protégés par des gardes pour éviter que des gens aient récupéré des cendres, et après on a des témoignages. Les cendres étaient généralement jetées dans un fleuve. Car il ne faut aucune sépulture pour ces hérétiques muets que sont les livres. Or, comme on a vu, le choix des lieux n'est pas anodin. L'édit du 22 mars que j'ai cité est très clair. Il faut être sur les lieux où on a coutume de le faire, sur les halles, les bretesques, les grandes places. Alors, en retenant les endroits où se font d'ordinaire exécuter les criminels, le pouvoir savait pertinemment que la foule savait se rendre à l'endroit où auraient lieu les bibliocauses. D'autant que des cérémonies comme celle-ci sont une invitation. Les cérémonies partent souvent d'une église avoisinante et la foule sait suivre cette cérémonie pour pouvoir se rendre sur le lieu de la crémation. Alors ces autos da fé vont être utilisés à l'époque directement dans le jeu de l'information, comme on va instrumentaliser ce conflit. Par exemple, on a un cas où
certains pro-Luther souhaitaient voir Érasme rejoindre le camp des réformés et vont prétendre faire diffuser des fake news, on dirait de nos jours, des rumeurs selon lesquelles l'inquisiteur général aurait également fait brûler les livres d'Érasme dans l'espoir qu'Érasme, entendant ça, fasse rupture et rejoigne leur camp. Mais il n'y en est rien, même s'il faut quand même rappeler qu'Érasme sentait quand même le soufre à l'époque. Alors, cet élément est assez intéressant car il donne un indice sur le poids médiatique des bûchers. Car on voit que des partisans de Luther n'ont pas hésité à diffuser des fausses rumeurs à propos de la destruction de ses livres pour justement essayer de faire basculer l'un ou l'autre. Mais le clan catholique va aussi utiliser ce bûcher pour sa propagande. On a par exemple la célèbre poétesse flamande Anna Baines, qui dans un des poèmes ne manque pas de louer l'action du feu, en déplorant bien entendu l'invention de l'imprimerie qui a permis à reproduire en masse les écrits du père de la Réforme, car pour elle, le diable n'aurait jamais eu meilleur instrument. Alors, face à cette montée du luthéranisme, les autorités catholiques vont essayer de réagir, les autorités civiles, religieuses vont durcir la répression. En 1529, on augmente la sévérité des peines. Les hérétiques sont dorénavant condamnés à mort. Condamnés à mort, la vente de livres hérétiques sont interdits, mais aussi d'autres réformateurs. On pense à Luther, bien sûr, mais Mélenchon, Columpade, Zwingli, et même, il en va de même des gravures jugées offensantes. Tout ça interdit. Les supplices, sont prévus. Alors, décapitation pour les hommes, enfouissement vif pour les femmes. Et pour les obstinés, comme on dit, les relapses, ce sera le bûcher. Là, ce qui est intéressant, pour la première fois, les artisans du livre sont visés. Menace d'une amende de 500 carolus d'or pour l'impression de tout livre hérétique ou séditieux. Une telle peine vaut équivalent à la banqueroute économique, impossible pour un imprimeur de se relever après cela, d'autant que la peine est assortie d'un bannissement du territoire. Alors le texte ne fait aucune distinction entre le support, que ce soit imprimé ou manuscrit, tout est interdit. Et la lecture de ce texte, en précisant les peines infligées aux contrevenants, permet de définir la définition d'hérétique, car en plus de remettre en cause la foi catholique et les sacrements, par le crime de lèse-majesté, on perçoit que l'hérétique est quelqu'un qui enfreint dorénavant l'ordre social et politique. Alors, la législation continue, on réagit au coup par coup. Il faut dire qu'on est face aux événements. En 1531, nouvel édit qui vient renforcer les peines, et on ajoute dorénavant, comme on va voir, les mutilations corporelles aux imprimeurs ou écrivains. Donc je fais vite. On les menace de flétrir d'un fer chaud en forme de croix, si vivement qu'on ne pourra l'effacer, un fer chaud difficile à effacer, d'avoir un œil crevé ou un poing coupé, à la discrétion du juge. Donc voilà, le juge a le choix dans ces peines. La législation continue. En 1540, publication d'un des édits les plus sévères, qui peine de mort maintenant pour les artisans du livre qui participent à la diffusion des écrits de Luther et de ses disciples. Le premier imprimeur sera décapité en place publique en 1542. Or, les camps s'opposent, il y a des pamphlets qui sortent, des écrits, et les protestants évoquent de temps en temps la législation caroline, et on a un protestant espagnol qui est de passage dans les Pays-Bas, qui, bien sûr, condamne les lois de l'Empire, mais il revient sur un point qui est assez fondamental. Il revient sur le caractère trop général et précise comment pourra-t-on savoir ce qui paraît suspect à ces tyrans ou non, puisqu'ils ne donnent seulement que des règles générales, car on dit les écrits de Luther, les écrits d'Assis, et une sorte de réponse à sa demande, en quelque sorte, c'est le premier index des livres de l'université de Louvain en 1546. Alors, il suit de 2 ans l'index
de Paris. Alors là, on liste toutes les premières listes des livres. Voyez, je vous ai mis une illustration pour voir à quoi ressemble le texte. Et aussi, accompagne cet édit une obligation pour les livres d'avoir des signes ostentatoires d'orthodoxie, donc obligation de mettre les privilèges et les lettres d'octroi à l'intérieur du livre, donc qui est un garant de l'orthodoxie du livre, le nom du secrétaire qui l'a signé et bien entendu son adresse bibliographique complète, nom de l'imprimeur, lieu d'impression et date. Alors le privilège aussi, qui est à la base résultat d'un conflit commercial et qui va devenir une arme, progressivement, une arme de mainmise orthodoxe sur les écrits. D'autres index vont suivre en 1550, en 1558, index de l'université. Alors, pour le règne de Charles Quint, les dernières grandes ordonnances en matière d'orthodoxie sortent le 29 avril et le 25 septembre 1550. Elles ont été conçues pour établir une fois pour toutes la législation sur ces questions. Et c'est l'aboutissement d'une longue réflexion législative menée par l'entourage de l'empereur. Et en matière de librairie, voilà, la législation va un peu adoucir, entre guillemets, les peines infligées aux contrevenants, imprimeurs ou libraires, qui va limiter la sanction au bannissement et 300 carolus dehors. La peine de mort est maintenue pour les hérétiques. Et il n'y aura plus de grandes nouveautés durant le règne de Charles Quint. Alors, on le voit qu'un faisceau de médias a été mobilisé par les autorités habsbourgeoises pour faire connaître ces décisions en matière de répression et d'hétérodoxie, comme l'impression de textes, où on s'y fait passer des crieurs dans les villes pour annoncer les lois. Alors, on voit vraiment une volonté très nette de préserver l'ordre social tout en mettant en garde quiconque de contester l'autorité et la foi catholique. Et il faut quand même le reconnaître que l'autodafé est sans conteste la mesure la plus spectaculaire. Alors, on va poursuivre l'exposé avec le deuxième volet, qui est de la censure expurgatoire, deuxième volet qui commence le 10 août 1566. On a fait un bond dans le temps. On est dans le village de Steenvoorde, situé au sud de Dunkerque, où un calviniste, un prêcheur calviniste, Sébastien Mat, livre un sermon enflammé devant ses fidèles dans lesquels il les incite à se rendre dans le monastère voisin et détruire, briser tous les tableaux, statues, symboles d'un culte perverti selon eux. Dans la semaine qui suit, on est le 14-18 août, des petites bandes d'iconoclastes vont courir dans la campagne et s'attaquer aux monuments religieux. C'est la fameuse furie iconoclaste et Anvers est frappé le 20 août. Vous voyez ici l'image classique où on voit la destruction des monuments religieux anversois. Le mouvement va se répandre très vite, va enflammer la Hollande, d'autres provinces du centre et du nord du Pays-Bas, et le calme ne reviendra qu'à la fin du mois avec une reconnaissance temporaire de la liberté de culte par Marguerite de Parme. Alors la compréhension de cette séquence iconoclaste ne saurait être complète sans envisager le volet biblioclaste. Car si aux yeux des réformés il importait de combattre l'idolâtrie dans laquelle étaient tombés les catholiques, il convenait également, selon eux, de rejeter la dévotion portée par ceux-ci aux livres, associée à une forme de bibliolatrie, en quelque sorte. Et Marguerite ne manquera pas, d'ailleurs, de signaler à son frère Philippe II que les iconoclastes s'attaquaient aussi aux livres, pas seulement au mobilier, à la statuaire. Alors, on voit que à la différence des catholiques, les casseurs, comme on dit, de 1566, ne vont pas uniquement détruire les livres pour le contenu, ils vont s'en prendre également à leur dimension matérielle, leur réservant le même statut, le même traitement que les statues. Alors on a des livres brûlés, lacérés, noyés même. On a des témoignages qui nous permettent de voir à quel sort était réservé le livre. Et je peux vous en citer un qui concerne la ville, si je ne me trompe pas, de Gand. Oui.
à Gand, on est au couvent des Dominicains en 1566, où des bandes de calvinistes, là je cite, lacérèrent et gâtèrent tant de livres que la rue entière fut bientôt couverte de papier imprimé. Il en fut de même des pelouses des 2 cloîtres du couvent. Les livres étaient jetés à la rivière, tantôt déchirés à demi, tantôt complètement lacérés, tantôt encore intacts, et les fermoirs serrés. Car en vérité, les pillards ne pouvaient suffire à leur tâche. On voyait tomber des livres, ainsi de suite, je vous passe. Et la bibliothèque, une des plus riches de l'époque, fut presque entièrement détruite. Et les iconoclastes interdirent aussi à quiconque de reprendre les livres pour soi, veillant à ce qu'on les jette à la rivière. Alors là, on voit qu'il y a vraiment... Ça dépasse la volonté de purifier le corps social. Il s'agit pas uniquement de mettre en forme une censure, mais de perpétrer une sorte de meurtre symbolique, destiné à prouver aux yeux de tous l'impuissance des artefacts. Car si on prétend que Dieu est présent dans une statue, dans un livre, le détruire, c'est encourir la colère divine, il ne s'est rien passé. Donc, pour les protestants, c'est une preuve que c'est de l'idolâtrie pure que d'adorer une statue ou un livre. Alors, à l'annonce de ces événements, en septembre 1566, le roi Philippe II fut tellement choqué qu'il en tomba malade et dut rester au lit plusieurs semaines. Cette réaction montre à quel point la furie iconoclaste fut trembler les fondements de la dynastie habsbourgeoise et faire basculer l'univers mental d'un roi. Alors, quelle va être la réponse? L'une des premières est l'envoi de troupes, un contingent armé de 10 000 hommes mené par le duc d'Albe. Il arrive ici à Bruxelles fin août 1567 et l'homme de guerre remplace Marguerite de Parme et met en place un tribunal d'exception, le Conseil des troupes, qui est chargé de réprimer la contestation politico-religieuse de l'été 1566. La répression fut terrible. On estime 1 millier de victimes et la prononciation de plus de 11 000 sentences au bannissement. Et ce qui conférera à ce tribunal le titre de tribunal du sang. Alors les plus célèbres victimes, on les connaît, le comte d'Egmont et de Horn, les statues sont pas loin, ici au Petit Sablon, qui ont été exécutés un peu plus bas, Grand Place de Bruxelles, le 5 juin 1568, alors qu'ils n'avaient même pas embrassé le parti réformé, mais était symbole de la contestation politique. Alors ce Conseil des troubles va être actif entre 1567 et 1576 et va surveiller de très près tout ce qui touche le livre, que ce soit sa fabrication, sa vente ou la possession, en raison bien évidemment du danger potentiel de ce véhicule culturel. Et une nouvelle vague, une nouvelle vague de répression va frapper la communauté des artisans du livre. On va avoir publication de nouvelles législations. Ça, je veux passer. Et pour revenir sur une des mesures les plus célèbres, c'est la publication de l'index des livres interdits du Concile de Trente. Là, je vous montre l'édition de 1570 et l'index expurgatoire. On a d'abord, en 1569, l'adoption de l'index romain par Philippe II dans cette ère. On publie un texte. Alors, les index... Il manque dans mes feuilles. Voilà, alors, parution de l'index en 1569 au début de l'année. Et le duc d'Albe, avec cette arme, souhaite faire casser, abolir, je le cite, et anéantir tous les livres défendus et réprouvés, afin, je le cite encore, d'extirper les sectes, hérésies et mauvaises doctrines régnant à ce pays de par de ça, donc ici. Alors, que va faire le duc d'Albe? Va commissionner ses conseils de justice pour faire des descentes le 16 mars 1569 pour qu'il y ait une descente de ce que j'appellerais la police du livre dans toutes les librairies et toutes les imprimeries du pays. Et il va réussir, ça va être secret. Et les gens vont être assez surpris de voir arriver des officiers de justice accompagnés de théologiens pour respecter tous les livres qu'ils ont. Alors, c'est suffisamment spectaculaire que pour certains chroniqueurs ils décrivent dans leurs textes, on a par exemple un bourgeois de Tournai, d'obédience catholique, qui en fait état aussi dans ses mémoires, au même titre que les nombreuses décapitations, pendaisons et autres exécutions sur le bûcher, minutieusement détaillées. Il faut avoir l'estomac accroché pour lire ce texte.
Alors, on apprend aussi que des scellés ont été mis sur les portes de ces imprimeries, ces librairies. Et donc, tous les livres vont être inventoriés pour, d'une part, compléter l'index du Concile de Trente. On imagine mal les cardinaux romains connaître tous les textes séditieux en irlandais qui circulent ici. Et deux, pour des textes dont ils n'auraient pas eu connaissance. Et après, trois, les détruire. Et 3 mois plus tard, les livres qui ont été confisqués à l'occasion de ces descentes vont être détruits, brûlés sur les places publiques. Alors, des listes ont été faites des livres autorisés, interdits, et tous les livres interdits qui ont été repérés vont être envoyés à Bruxelles, ici au Duc d'Albe, pour qu'ils puissent réunir une commission et republier un nouvel index agrémenté des textes d'ici. C'est Christophe Plantin qui va publier, vous avez ici l'index de 1570. Mais dans le texte de cet index, il est mentionné qu'il y a encore beaucoup de livres dont il faut vraiment affiner la condamnation, et ça va donner naissance à l'index expurgatoire, où une commission d'universitaires théologiens va définir quels passages pour certains ouvrages sont autorisés et d'autres pas. Alors, il va être demandé, voilà, qu'on brûle en dehors les 3 mois toutes les publications, car il faut qu'il reste certaines à corriger et à purger. Ça, c'est dans l'attente. Certains auteurs, on ne sait pas encore. Donc, voilà, cette commission va essayer de régler le problème. Et, progressivement, on va demander, après l'apparition de l'index expurgatoire, que les livres soient envoyés auprès de censeurs, pour qu'ils puissent, à votre place en quelque sorte, expurger les passages interdits, car on ne va quand même pas mettre dans les mains de tout le monde l'index expurgatoire, au risque de dire aux gens on ne peut pas leur permettre de lire les passages interdits. Et on a des ouvrages qui sont parvenus jusqu'à nous, vous avez peut-être déjà croisé, noircis, barrés, un exemple ici qui vient de l'université de Liège, si ça va bien, hop, voilà, vous voyez, là, certains le connaissent très bien. On est quasiment à la spatule en noir pour vraiment, personne ne peut avoir accès. Des espèces de stigmates d'une censure expurgatoire, censure rigoureuse. Alors, une telle intervention assez spectaculaire dans un livre, ça rappelle symboliquement les mutilations qui étaient demandées par l'édit de 1531 auprès des imprimeurs. On les mutile dans leur chair. Ici, on ne coupe pas on ne perce pas un œil, mais on noircit. Bon, malgré tout, le nombre d'exemplaires des ouvrages interdits ou à expurger qui sont parvenus jusqu'à nous sans de telle intervention montre quand même qu'il y avait une limite humaine à appliquer tout ça. Vous n'imaginez pas les milliers de livres, pas les millions de livres en circulation, de voir tous les interdire, c'était difficile. Et heureusement pour nous, certains sont arrivés intacts. Alors, petit point aussi sur l'efficacité de toutes ces lois. On a souvent argué que leur répétition constante, le nombre d'édits parfois c'est tous les 2 ans, 3 ans, 1 an après, prouve leur inefficacité. D'ailleurs, certains édits même précisent que ça fait des années qu'on tente d'éradiquer la secte luthérienne sans pouvoir y arriver. Alors, il y a toujours la question, qu'est-ce qu'il y a dans la réalité ? Si on rentre dans les librairies de l'époque, on a quelques inventaires de libraires, on constate que, il faut dire, à cette période, on est vers 1570, hein, donc sous le Conseil des Troubles, que les grands réformateurs, tels Calvin, Luther, on n'ose pas les vendre. Hein, ça, c'est un peu trop risqué. Donc la censure a fonctionné officiellement pour ces livres-là, ils passent peut-être sous le manteau, mais on trouve par contre des textes, beaucoup de textes d'Érasme, qu'on trouve qui ne sont pas encore, qui sont un peu entre les deux, hein, une censure. Quelques textes de Luther, enfin d'auteurs proscrits un peu mineurs, mais par contre on trouve beaucoup d'humanistes qui vont être condamnés, mis à l'index par Rome. Donc ça prend un peu du temps à mettre en place.
Parfois, on tombe sur des niches. À Tournai, on est tombé sur des psychothèques de Genève. Tournai était peut-être à l'époque une plaque un peu tournante pour les livres, mais c'est plutôt anecdotique. Pardon. Alors, ces ordonnances qui accompagnent les index dont j'ai parlé de 1570 et 71 sont les dernières grandes lois en matière de régulation des métiers du livre par Philippe II. Elles constituent en quelque sorte l'aboutissement et le dernier jalon d'une réflexion législative en matière de répression de l'hérésie et s'inscrit dans le vaste mouvement de reconquête du Concile de Trente. Alors, on est à la fin du XVIe siècle, les autorités civiles ont ainsi à leur disposition un arsenal complet pour décider de l'accès ou non de leur sujet à différents savoirs. On a l'octroi de privilèges, qui est la condition sine qua non pour permettre à un livre d'être mis sur le marché. Différentes lois répressives, qui donnent un cadre légal pour annihiler toute pensée séditieuse. Et, comme on vient de voir, les index. Donc, en cette fin de XVIe siècle, on peut dire qu'en 1570, on est arrivé à l'aboutissement de ce que j'ai appelé le théâtre de la censure. Car ce théâtre de la censure comporte plusieurs points qu'on va définir, mais avant, pour pouvoir l'introduire, c'est une citation encore de Philippe II qui permet de comprendre la mentalité dans laquelle il évolue. Car dans une lettre adressée à sa sœur en 1566, il s'étonne des progrès rapides du protestantisme dans les anciens Pays-Bas depuis son départ en 1549. Et selon lui, l'absence d'exécution publique serait l'une des explications de la progression. Donc, voilà, c'est l'absence de mise en scène, en quelque sorte. Et je le cite. « Et à vérité, je ne puis comprendre d'où ce mal si grand peut être procédé, et tant accru en si peu de temps, et tant moins que depuis mon partement, mon départ de là, je n'ai jamais entendu qu'il s'y soit fait aucune exécution ou procédure rigoureuse en vertu des dits acquisitions ou placards. » Alors là, il exprime clairement ses vues sur la volonté et la nécessité d'une justice spectaculaire, perçue comme un rempart à toute tentative de sédition. De la sorte, il s'inscrit pleinement dans la continuité de la philosophie élaborée par son père. Or, ces propos illustrent parfaitement la volonté de mise en scène de la censure, d'une censure théâtralisée telle qu'évoquée précédemment. Alors, les aspects de la répression orchestrée au XVIe siècle contre les écrits réformés se caractérisent par sa multimédialité, soit une approche qui repose sur l'entrecroisement de plusieurs séquences médiatiques. Les autodafés constituent, on l'a vu, l'une des mesures les plus frappantes, destinées à marquer durablement les esprits. C'est un cérémonial judiciaire qui devait non seulement purifier le corps social de toute pensée déviante, mais aussi proclamer publiquement la vérité du crime d'hérésie et, bien entendu, la capacité de l'État à maintenir l'ordre. Alors, le recours à la crémation devait indubitablement frapper les esprits et surtout mettre en garde. Alors, autre point de cette mise en scène, de ce théâtre, c'est bien entendu la législation, communication de la législation oralement par les crieurs, par l'imprimerie aussi. Donc, on a un théâtre de la censure qui repose sur plusieurs points. Et bien entendu, comme je l'ai dit, l'octroi de privilèges ou pas, si vous examen au préalable, censure préalable, répressive et préventive. Alors, dans cette guerre médiatique contre les hérétiques, et le support imprimé a été beaucoup utilisé, l'image imprimée. Du côté catholique, on a les Vérix ou encore Philippe Gall qui vont mettre en scène des reproductions d'exécutions publiques, des célébrations de victoire, des processions célébrant la puissance presque magique des reliques de saints. Mais dans ce théâtre de la censure, très peu d'utilisation de la représentation d'autodafé, de livres, je précise. Une des rares images que j'ai trouvées ici, c'est dans le célèbre théâtre des cruautés des hérétiques de Richard Verstegen, qui est un auteur anglais, catholique anglais, polémiste anglais qui est dans nos régions, et qui, dans un ouvrage abondamment illustré, va dénoncer toutes les cruautés commises par les protestants, catholiques d'Angleterre, de Flandre et de France,
Et on y voit notamment des hérétiques ici brûler des livres. Désolé pour ce support qui n'est pas très beau, mais voilà, on voit, c'est une des rares images que j'ai pu repérer de crémation de livres. Et bien entendu, elle est utilisée ici pour dénoncer les exactions commises par le camp protestant. Alors, bien entendu, la crémation de livres, la destruction de livres a eu un impact dans les Pays-Bas, mais n'a pas eu, ça fait une petite assise, l'impact tel en Amérique, hein, en Amérique latine. La situation est tout autre. L'Inquisition est instaurée en 1517 et est à l'origine de la quasi-disparition du patrimoine livresque autochtone. On a, par exemple, une belle illustration d'un historien qui rappelle « Nous leur trouvâmes un grand nombre de livres dans ces caractères mayas, et comme il n'en avoit aucun où il n'y eut de la superstition et des mensonges du démon, nous les brûlâmes tous. » Et de fait, il ne subsiste que quelques 14 livres provenant des temples aztèques et seulement 3 ou 4 maigres rescapés, qui plus en mauvais état, de l'héritage scribal des Mayas. Or, Montaigne, dans ses essais, ne manque pas de déplorer ce qu'il a appelé un génocide patrimonial, je le cite. Nous aurons fort bien hâté sa déclinaison et sa ruine par notre contagion et que nous lui aurons vendu bien cher nos opinions et nos arts. Phrase qui peut résonner actuellement. Or, pour terminer ce point, si les édits de censure resteront d'application jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, l'avènement des archiducs Albert et Isabelle en 1598 correspond non seulement au triomphe de la réforme catholique dans les Pays-Bas espagnols, mais aussi à une nette diminution des autodafés. Les autorités estiment sans nul doute que la menace livresque avait été définitivement éradiquée. Alors, qu'en est-il de la problématique de la censure 3 siècles plus tard, de nos jours, alors qu'une nouvelle révolution des modes de communication est en cours et en train de profondément bouleverser notre société? Et c'est le dernier point sur la censure à l'ère numérique. Pour ceci, je vais citer un article de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 19, qui stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Alors, plus de 70 années après cette proclamation des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, en décembre 1948, cet article 19 n'aura jamais été autant au cœur des débats et des enjeux actuels, car l'accès à un savoir de qualité est vérifié et sans conteste l'un des défis majeurs auxquels nos sociétés contemporaines sont confrontées depuis ce qu'on peut appeler la grande conversion numérique. Pourtant, synonyme de liberté lors de leur création, le web et les réseaux sociaux sont subrepticement venus fragiliser notre capacité à pouvoir accéder librement et sans obstacle à l'information. On voit les scandales liés à l'affaire Analytica ou les soupçons d'ingérence étrangère lors des campagnes présidentielles en Amérique en 2016, ainsi que le Brexit, l'ont prouvé de manière retentissante. On a de nouvelles formes de censure qui opèrent en pleine lumière, parfois avec l'aide bienveillante d'États démocratiques, pourtant censés les combattre. Elles ont leur propre mode de fonctionnement et peuvent se révéler d'une violence ostentatoire sans égale. Il s'agit, il faut reconnaître, d'une conséquence inattendue de la révolution numérique à laquelle tout démocrate, je pense, doit se prêter attention, car cette situation a équilibré une sorte de déséquilibre, plutôt entraîné un déséquilibre entre le droit des citoyens, le rôle de l'État, et qui a pour conséquence l'avènement d'un nouveau type de pouvoir. Mais question, est-ce que le XXIe siècle a donné naissance à un nouveau théâtre de la censure, tout aussi spectaculaire qu'au temps de Charles Quint et de Philippe II? Et seule une mise en perspective avec la situation du XVIe siècle pourra apporter quelques éléments de réponse. Rassurez-vous, je ne vais pas verser dans le simple comparatisme historique. L'ambition est plutôt de nourrir quelques réflexions autour de la mise en scène de la censure au début de l'ère numérique, excusez-moi, à l'aune de la grille de lecture qui a été proposée pour le XVIe siècle. Mais il faut quand même reconnaître que le manque de recul historique ainsi que la problématique de l'accès aux archives, tant publiques que privées, Mark Zuckerberg ne m'a pas offert ces archives, ça entrave quand même la capacité à produire un récit aussi détaillé que pour le XVIe.
Et l'opacité qui règne sur la gestion des géants du net et la limitation de l'accès aux documents internes des institutions publiques compliquent en effet la tâche de l'historien du présent. Alors, s'il est certain qu'aujourd'hui, il ne faut pas verser non plus dans le complotisme, mais que la pression, la diffusion ou encore la possession de livres ne risquent pas de conduire au bûcher ou être condamnés à l'exil, tout du moins dans nos sociétés démocratiques, force est de constater que des tentatives pour censurer ou de restreindre l'accès à certains contenus sont de plus en plus nombreux et de plus en plus manifestes. Quand on voit en France les débats autour de la loi anti-fake news, adoptée en novembre 2018, ces débats sont là pour nous rappeler les craintes que fait peser sur la presse et la liberté d'expression tout dispositif visant à contrer, je cite, la manipulation de l'information en période électorale, car les critiques contre cette loi sont concentrées autour d'une définition trop vague des fausses nouvelles, ouvrant la porte à des possibles dérives. Du côté de la Belgique, les tentatives du gouvernement fédéral pour se positionner face aux dangers des réseaux sociaux apparaissent brouillonnes. Je n'invente rien. D'ailleurs, un article du Soir titré en mars 2019 « Le fonds anti-fake news du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Charles Michel fait pchit ». Alors, jusqu'à présent, la seule censure procède de la lutte autorisée en Belgique procède de la lutte contre le racisme et la xénophobie, la fameuse loi Moureau, que tout le monde connaît, qui réprime tout acte de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, négationnisme ou de discrimination. Alors, les discours incitant à la haine, y compris par voie de presse ou d'édition, sont depuis lors poursuivis devant des tribunaux. Ces restrictions à la liberté d'expression sont fort heureusement qualifiées par de nombreux observateurs comme de la censure positive, entre guillemets. Alors, l'État, pour sa part, n'hésite pas à mettre en scène sa propre censure lorsqu'il s'agit de matières révélant de la sécurité nationale ou assimilée. Les États-Unis sont extrêmement friands. En témoigne la divulgation du rapport de 2019, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour statuer s'il y a eu intervention étrangère ou pas dans la campagne de Trump, où des pans entiers ont été jugés sensibles à ces pans, ont été caviardés sur demande du département de justice. Alors l'impact visuel est très fort, car, bien évidemment, paradoxalement, tout le monde se tourne vers ces passages censurés pour essayer de découvrir ce qu'il y a derrière. Alors, dans ce domaine, des éditeurs commerciaux ont d'ailleurs compris tout l'impact médiatique pour ceci. En témoigne publier un livre avec des caviardages. Voici un exemple. Voilà. Un exemple tiré de ma propre bibliothèque. Sont les mémoires d'un ancien officier de la CIA, Robert Baer, qui a publié ses mémoires, mais comme tout agent de la CIA, il est obligé de faire agent en activité ou ancien, faire relire le manuscrit par ses autorités qui censurent certains passages, et l'éditeur n'a rien trouvé de mieux que de publier les mémoires avec les traces de censure, et du coup, effet médiatique assuré. Et ça a d'ailleurs marché sur moi, j'ai acheté le livre. Alors, pour en revenir à notre nouvelle technologie, la censure à l'époque actuelle, la censure numérique, on le voit, l'actualité nous le dit d'ailleurs, on est en plein dedans, car avec l'émergence de nouvelles technologies de l'information, de communication, les gouvernements se sont fait progressivement déposséder d'une partie de leur autorité régalienne en matière de censure. Il y a des nouveaux bancs d'infamie qui ont investi le champ médiatique et leur puissance s'est vue amplifiée par les réseaux sociaux. On le voit. La remise en cause par quiconque de la cohésion sociale, ou plutôt de la perception que peut en avoir un groupe ou une communauté, se paye parfois très chèrement. Quelle qu'en soit la nature des actes commis ou des textes publiés, les victimes de lynchage médiatique peuvent en témoigner, lynchages qui peuvent s'accompagner parfois d'une mise à mort économique, sociale, voire politique. L'affaire de Benjamin Griveaux, tout le monde a entendu, vu ce candidat à la mairie de Paris exploser en plein vol, constitue un bel exemple. Alors, pris dans une séquence médiatique d'une rare violence, on l'a vu, il s'est retiré de sa campagne. Or, indépendamment de lui, combien d'hommes politiques, directeurs d'institutions culturelles, de dirigeants d'entreprises ont dû démissionner pris dans cette tourmente médiatique? Combien d'artistes sont vus imposer le silence? Combien de vies brisées, il faut le reconnaître? Bon, il ne m'appartient pas de porter un jugement moral ou éthique sur ces procédés, mais plutôt d'en décoder l'orchestration. Alors, ces bûchers modernes ont développé leur propre cérémoniel, dont le feu
purificateur, pour reprendre l'exemple, est alimenté par des articles de presse, des reportages télévisés, des tweets enflammés, des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, sur les forums. Alors, dorénavant, si la foule n'est plus réunie au centre des places publiques par la volonté d'un État garant d'une pensée orthodoxe, l'unité se retrouve toutefois dans la violence déchaînée à l'encontre de la victime expiatoire et dans le sentiment pour ses détracteurs de faire justice, œuvre de justice et de salut public et surtout d'être un bon citoyen. Revenons toujours en France, quand on voit la bile déversée sur la ministre française de la Justice, Christine Taubira, lors des débats autour de la loi dite du mariage pour tous, qui élargit le mariage aux couples du même sexe, est là pour le rappeler avec force. Les membres du collectif La Manif pour tous, largement soutenu par l'extrême droite, il faut le reconnaître, estimaient ainsi que la remise en cause de la famille traditionnelle, entre guillemets, ou encore de l'enseignement de la théorie des genres, s'appellent les fondements même de l'État français, raison pour laquelle ils se sont entre autres emparés de la sphère médiatique pour combattre ce projet avec une violence symbolique rare. Alors, les réseaux sociaux, voilà, ce problème garde trop longtemps le souvenir de nombreuses attaques subies par une personne, malgré la consécration il y a quelques années d'un droit à l'oubli par la justice européenne. C'est loin d'être sans conséquence, car il peut parfois s'avérer délicat de se réintégrer socialement après avoir été accusé à tort de malversation financière, de harcèlement moral ou d'autres. Paradoxalement, alors que la volonté des censeurs et d'opérer une damnation mémorielle envers toute pensée séditieuse, les victimes de ces séquences médiatiques sortent souvent frappées d'un nouveau genre de mutilation, plus d'œil crevé, plus de poids coupé, mais un être symboliquement et maintenant numériquement frappé du sceau d'infamie. Car à la faveur de l'une ou l'autre recherche sur un moteur de recherche, à propos d'une victime de la charge médiatique, l'histoire est systématiquement ramenée à la surface, car Google et les grands moteurs de recherche n'acceptent que très difficilement d'opérer un nettoyage numérique. Alors en matière de censure, on l'a vu, l'un des délais les plus pesants laissés par les hommes du XVIe siècle est sans conteste celui de l'index des livres interdits. Mais il a été supprimé, comme vous le savez, en 1566 par le pape Paul VI, dans la foulée du Concile Vatican. Or, quelques décennies plus tard, de nos jours, force est de constater que ces listes de livres ont trouvé un remplaçant encore plus redoutable et qui aurait certainement fait rêver plus d'un censeur du passé, l'algorithme. L'algorithme, qui est un ensemble d'instructions informatiques permettant de réaliser un calcul, est aujourd'hui devenu indispensable, non seulement pour classer les informations sur un moteur de recherche type Google, mais personnaliser aussi les affichages d'un fil médiatique, sur Facebook ou Twitter, ou encore pour recommander des produits culturels ciblés comme Amazon. Cependant, l'opacité et l'invisibilité des modèles qui classent et hiérarchisent les contenus auxquels nous avons accès ne sont pas sans poser des questions d'un point de vue démocratique. Car les choix décidés par ces algorithmes sont loin d'être neutres. La décision de rendre visible telle ou telle information plutôt qu'une autre résulte en effet d'une vision sociétale qui est propre aux dirigeants des firmes privées et qui est très loin d'une prétendue objectivité, comme ils aiment à nous le rappeler. Les géants de l'Internet qui possèdent ces plateformes justifient souvent cette opacité ambiante par une volonté de protéger une recette secrète, comme ils disent, vitale bien évidemment pour leurs activités. D'ailleurs, au besoin, ils n'hésitent pas à mobiliser quantité d'avocats et de lobbyistes pour défendre leur propriété intellectuelle, car les algorithmes sont élaborés sur mesure et sont d'une efficacité redoutable et rapportent quand même des milliards de dollars. Alors, un bel exemple sur les règles pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle censure presque expurgatoire, c'est bien évidemment la lutte contre la pédopornographie de Facebook. Mark Zuckerberg et ses équipes ont bien évidemment programmé leur algorithme pour expurger toute image de femmes, d'enfants nus. Il faut les expurger des murs des utilisateurs. On voit par exemple les années de bataille juridique qu'il a fallu à un utilisateur français de Facebook pour pouvoir publier L'origine du monde de Courbet, témoignent de la puissance des pratiques de censure de Facebook et aussi, bien évidemment, de l'incapacité actuelle des algorithmes à comprendre certains codes culturels et à accéder à la sémantique des images. D'ailleurs, à ce propos, quelle ne fut pas la surprise des Norvégiens
en septembre 2016, de voir le compte du journal Aftenposten. Le compte a été purement et simplement bloqué pour avoir posté la célèbre photo de la petite Fiona Palm, vous la connaissez toutes, prise en 72 au Vietnam. Alors, justificatif modérateur du réseau social était que cette photo de la jeune fille était contraire aux règles de Facebook sur la nudité. Réaction, le journal a posté comme un post Facebook sur sa une de son propre journal papier, cette fameuse photo. Alors, d'ailleurs, en signe de protestation et de soutien à ce journal, la première ministre de l'époque, Erna Solberg, j'espère que je prononce bien, avait elle aussi publié l'image, mais son post fut rapidement supprimé par le réseau social. Il s'agit d'ailleurs du premier cas de censure d'un chef d'État. Le journal va réussir à mobiliser la population et face à l'ampleur, Facebook finalement va faire volte-face et rétablir les clichés censurés. Et en découvrant ce revirement, la première ministre a réagi positivement sur Twitter. Elle a dit, je vous cite en français, « Je suis heureuse que Facebook ait décidé de revenir sur sa position, mais il n'empêche que des questions demeurent. » Et des questions demeurent effectivement, car à l'heure où des millions de personnes ne se tiennent informées qu'au travers des réseaux sociaux, cette position quasi monopolistique de Facebook est inquiétante. Il est dès lors légitime de se demander si les dirigeants de l'Internet sont en passe de devenir les plus importants responsables éditoriaux du monde, dans la mesure où ce sont les entreprises qui déterminent, en fonction de leurs intérêts commerciaux, la façon dont les fils d'actualité sont alimentés. Les conséquences peuvent être interpellantes, surtout de l'ordre de campagne électorale, on l'a vu en Angleterre, aux États-Unis, mais en France, par exemple, à l'occasion des élections européennes de 2018, un spécialiste des réseaux sociaux, Thomas Huchon, avec l'aide de 5 apprentis journalistes, ont réalisé un documentaire baptisé « La nouvelle fabrique de l'opinion », où ils présentent les résultats de leur tentative d'infiltration de Facebook. Leur ambition était de mieux comprendre le fonctionnement et les arcanes du célèbre réseau social. Ils ont constitué 6 profils et 6 faux comptes, chacun partisan dans des grands partis en lice, grands courants politiques français. Et ils ont très vite constaté que les contenus proposés par l'algorithme Facebook prenaient des colorations politiques clivantes, censées maintenir l'utilisateur accroché à Facebook et, bien entendu, continuer à cliquer et rapporter de l'argent à Facebook. Alors, ils sont aussi aperçus, autre point important, que, que chaque profil n'avait pas accès aux mêmes informations et le même type d'informations, qui avait pour résultat de les isoler de plus en plus dans leur bulle algorithmique. Et le traitement médiatique de l'incendie de Notre-Dame constitue un bel exemple. Ainsi, chaque sphère avait sa vision des événements et surtout la recherche du bouc émissaire. Par exemple, illustration. Alors, on avait les journalistes avec le profil plus centriste sont vus arriver sur leur fil d'information de commentaires plus modérés, on va dire, tandis que les plus radicaux ont été abreuvés de réactions en quête de bouc émissaire. Alors, le président Emmanuel Macron pour le sympathisant des Gilets jaunes, les grands patrons pour les défenseurs du profil France Insoumise, ou encore, bien évidemment, les musulmans pour le profil d'extrême droite. Alors, et les journalistes de conclure qu'à l'heure où notre monde devient de plus en plus complexe, Facebook promeut, hélas, une vision simplificatrice. De par la quantité astronomique d'informations recueillies sur leurs usagers, les géants du web détiennent dorénavant les moyens de nous diriger là où ils le souhaitent grâce à des simples ajustements algorithmiques. Alors, même s'il reste d'autres pistes à explorer, je vais conclure, car le premier constat qui s'impose est que les tentatives pour restreindre la liberté qu'offre l'apparition de nouvelles formes de communication semblent être un corollaire des grandes révolutions médiatiques. Souvent se met en place un théâtre de la censure qui a son propre cérémoniel et qui répond à ses propres règles, même s'il est possible de distinguer quelques lignes directrices. Les théologiens d'hier sont ainsi devenus les mathématiciens d'aujourd'hui et la loi du code est venue remplacer les anciennes législations en matière de répression de l'hétérodoxie. De même que l'index expurgatoire ne pouvait être communiqué à la population, l'opacité est totale sur le mode de fonctionnement des algorithmes.
La page de Google, d'accueil de Google est en quelque sorte la nouvelle page de titre de ces index de l'époque. Le cérémonial judiciaire qui accompagnait la crémation d'Olive s'est déplacé dans la sphère médiatique, avec cette fois-ci une violence ostentatoire et symbolique très forte. En outre, s'il n'a jamais été aussi simple d'accéder à de l'information, des contenus ou de communiquer avec les personnes perdues de vue éloignées, jamais les règles qui président à cette apparente facilité n'ont été aussi obscures. Fait unique dans l'histoire, des sociétés privées se sont arrogé le droit d'établir une censure supranationale perçue par elles comme supérieure aux législations nationales et d'une efficacité redoutable. Depuis de nombreuses années, nombreux sont les spécialistes du numérique qui réclament plus de transparence face à l'obscurité dans laquelle se façonne l'éditorialisation algorithmique. Il s'agit évidemment d'un enjeu capital des débats actuels, car la démocratie ne peut fonctionner que grâce à un processus de rendu public de ses décisions, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles. Certains l'ont bien compris, car nul ne conteste ce qu'il ignore. Il convient dès lors de prendre garde aux tentatives, dénoncées par de nombreux observateurs, de mise en obéissance des usagers des plateformes numériques en désamorçant leur autonomie et en stigmatisant le comportement libre grâce à des logiques d'indexation qui leur sont propres et aux politiques restrictives en matière de liberté d'expression. Nous avons la statisticienne Nancy O'Neill, dans son ouvrage alertant sur les dangers de la mathématisation du monde, n'hésite d'ailleurs pas à comparer les algorithmes à des armes de destruction mathématiques. Ça marche mieux en anglais avec le Weapon of Mass Destruction. Selon elle, à l'instar des industries chimiques qui doivent apporter la preuve qu'elles ne polluent pas leur environnement, les entreprises du net devraient régulièrement démontrer la légalité, l'équité ainsi que l'exactitude de leurs algorithmes. Les véritables défis proposés par la révolution numérique en matière de liberté d'expression résident ainsi dans notre capacité de régulation, de l'innovation et dans la volonté des citoyens d'agir. Alors, petite assise, la violence des différents processus mis au point au XVIe siècle dans les anciens Pays-Bas pour étouffer les voix séditieuses et purifier le corps social n'a évidemment aucune commune mesure avec ces nouvelles formes de censure, nées dans la foulée de la révolution numérique. Contourner la politique pseudo-puritaine de Facebook en matière de pornographie ne conduit pas au bûcher, j'en suis bien conscient. Mais il y a quand même des mécaniques, il y a une existence de mécaniques propres et une mise en place progressive dans des contextes particuliers d'un théâtre de la censure, malgré tout, à l'époque, qui se traduit par les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux. Or, pour moi, une connaissance affinée de l'orchestration de la censure dans les Pays-Bas invite du coup à attirer l'attention sur les risques et les dérives des géants du web qui font peser actuellement sur la démocratie. La démarche historique prenant ici pleinement tout son sens sociétal, il ne s'agit pas de verser dans un comparatisme historique simpliste, mais bien de rendre le passé disponible à la compréhension du présent. Pour terminer, je dirais que dans son essai d'histoire comparée de la censure, Robert Downton estime que la censure est fondamentalement politique et appliquée par les États. C'est pourquoi, selon lui, l'historien se doit de rendre compte des abus de pouvoir qui pourraient survenir. Il devrait même prendre position pour la liberté d'expression face à toute tentative de restriction, et tout particulièrement lorsque l'État surveille le moindre de nos faits et de nos gestes, faisant bien évidemment allusion à la surveillance de masse initiée aux États-Unis par la NSA ou la CIA. Et de mettre en garde, je le cite, « Si les États exerçaient un tel pouvoir à l'âge de l'imprimer, qu'est-ce qu'ils retiendraient d'en abuser à l'âge d'Internet » Pour terminer, je le paraphraserai volontiers. Lui qui n'avait pas, à l'heure d'écrire ces lignes en 2014, tous les éléments nécessaires pour prendre la pleine mesure de la dangerosité de certains algorithmes, je dirais, si les États exerçaient un tel pouvoir à l'âge de l'imprimer, qu'est-ce qui retiendrait les géants du net de s'abroger un pouvoir identique et d'en abuser, tout en faisant croire que leurs algorithmes sont neutres et objectifs. Je vous remercie.